Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, on observe la formation de deux clans. Un premier groupe qui défend l'utilisation de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine pour soigner le coronavirus, et un groupe qui dit que ça n'a pas d'efficacité avérée et même que c'est dangereux. Dans le premier groupe, on trouve de nombreuses personnalités de la communauté scientifique, dont le désormais célèbre professeur Raoult. Ce dernier a consacré une bonne partie de ses travaux à étudier ce médicament et à montrer son efficacité. Il est donc légitime de penser qu'il a intérêt aujourd'hui à défendre ses propres thèses. Dans le deuxième groupe, on trouve aussi de nombreuses personnalités de la communauté scientifique qui disent que ce médicament n'a pas d'effet avéré et que c'est dangereux. Ces derniers sont soutenus par des laboratoires qui souhaiteraient vendre leur propre traitement, et notamment le Remdesivir, développé par l'américain Gilead contre le virus Ebola et contre lequel il n'a absolument pas marché. Autant l'hydroxychloroquine coûte quasiment rien, autant le Remdesivir pourrait rapporter très gros. Le 22 mai, le prestigieux journal scientifique The Lancet vient de publier une étude portant la conclusion que l'hydroxychloroquine n'est pas efficace pour soigner le coronavirus. L'étude ajoute que ce médicament est dangereux et ajoute qu'il trouve une surmortalité des patients soignés avec ce médicament. Cette étude a été fortement controversée et de nombreux scientifiques se sont regroupés pour dénoncer ces conclusions. En France, l'hydroxychloroquine, utilisée depuis 65 ans contre le paludisme notamment, vient d'être interdite pour traiter le Covid-19. Est-ce un principe de précaution ou un problème de conflit d'intérêts? Dans cette vidéo, on va voir comment sont construites les études statistiques et comment est construite celle de The Lancet. Je vous montrerai que cette étude n'aurait jamais dû servir à conclure quelque chose et qu'on peut légitimement mettre en doute les intentions de ses auteurs. La première manière pour savoir si une molécule est efficace contre une maladie, c'est de faire une observation en laboratoire. On essaye de voir si le virus ou la bactérie meurt au sein d'un organisme auquel on a apporté le médicament. Cette observation est un argument scientifique et c'est ce que les scientifiques ont vu pour l'hydroxychloroquine avec le Covid-19. Cette observation est un argument de cause à effet. On apporte les médicaments et ça tue la bactérie ou le virus puisqu'on l'observe. La deuxième manière de valider ou d'invalider un médicament, c'est de faire une étude statistique. Même si on a montré en laboratoire que la molécule est efficace contre la maladie, on n'est pas sûr que si on la donne à des êtres humains tous différents les uns des autres, ça va bien marcher partout pour tout le monde pareil. Et on n'est pas sûr non plus que tous les êtres humains vont bien la supporter de la même manière. Et donc pour ça, on fait une étude statistique. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une étude statistique ne donne jamais la cause ou la conséquence entre deux événements, mais uniquement la probabilité de lien entre des événements. On dit les faits n'expliquent pas les causes. Et la deuxième chose, c'est que pour faire une étude statistique proprement sur les impacts d'un médicament, il faut rentrer dans un protocole extrêmement précis. On a besoin d'un grand nombre de personnes dont on note les caractéristiques et qui sont porteuses de la maladie. Parmi ces personnes, on va choisir un groupe appelé groupe test, complètement au hasard, auquel on va appliquer le traitement. Tout le monde de la même manière. L'autre groupe sera appelé groupe témoin, on lui applique pas de traitement, ou alors un traitement déjà bien connu dont on connaît bien les résultats. Il faut que les deux groupes soient de grande taille, puisque si on veut être représentatif, il faut de chaque côté des dizaines de personnes de toutes les combinaisons de caractéristiques qui peuvent avoir une influence sur les résultats. Il faut donc de chaque côté des personnes cardiaques, non cardiaques, fumeuses, non fumeuses, des hommes, des femmes, de tous les âges, avec des antécédents de maladies pulmonaires, sans maladies pulmonaires, de tout groupe ethnique, puisqu'on sait qu'il existe des fragilités héréditaires, etc. Il faut aussi prendre toutes ces personnes absolument au hasard. En effet, il y a de nombreux critères qui peuvent avoir un impact sur le résultat du traitement et dont on ne connaît pas avant d'avoir fait le test. Par exemple, le fait d'avoir des taux d'hormones particuliers dans le corps. En prenant un grand nombre de personnes au hasard de chaque côté, on peut se dire qu'avec la loi des grands nombres, on aura les mêmes profils de chaque côté. Et c'est la seule manière de faire une comparaison proprement. Pour commencer à dire quelque chose, il faudrait donc suivre ce protocole avec des milliers de personnes infectées du coronavirus. On en prendrait la moitié au hasard qu'on soignerait avec l'hydroxychloroquine et l'autre moitié au hasard qu'on ne soignerait pas avec ce traitement. Déjà, ça coûterait très cher, mais en plus, en période d'épidémie, on a surtout envie de soigner les gens. C'est pas trop le moment de se lancer dans une étude statistique. Et il est donc complètement légitime qu'un institut comme celui du professeur Raoult, qui a constaté en laboratoire les effets de l'hydroxychloroquine sur le coronavirus, a fait le choix de donner largement ce médicament. La suite a d'ailleurs montré que cet institut a le record du monde du plus petit nombre de morts liés au coronavirus. Il ne peut cependant pas en déduire une meilleure efficacité de son traitement puisqu'il n'a pas pris de groupe témoin. On pourra toujours rétorquer que les personnes du sud de la France étaient peut-être plus résistantes au coronavirus qu'ailleurs.
On peut aussi rétorquer que peut-être les personnes étant venues voir l'Institut du professeur Raoult étaient moins malades qu'ailleurs, et jamais personne ne pourra prouver le contraire. La seule chose qu'on peut conclure, c'est que les 4000 personnes ayant été soignées à l'hydroxychloroquine dans ce laboratoire sont décédées bien moins souvent qu'ailleurs, et à chacun de voir quelle stratégie il choisirait pour la suite. Dans le monde, personne n'a fait d'études sur le traitement à l'hydroxychloroquine pour le coronavirus en suivant le protocole et en faisant un groupe témoin proprement. L'article, publié par The Lancet, disponible sur le site du journal, n'est pas une étude de comparaison régulière, mais une méta-étude. Un collectif a trouvé des fonds pour acheter des données sur des malades du Covid-19 à 671 hôpitaux à travers le monde, pour un total de 96 000 personnes infectées. Il serait intéressant de savoir dans quelles conditions ces transferts de données ont été obtenus. On remarque d'emblée que plus des 3/4 des hôpitaux sont nord-américains et les 2/3 des patients sont aussi nord-américains. Dire que l'étude couvre bien tous les continents est donc largement exagéré. Il s'agit d'une étude majoritairement nord-américaine, complétée de quelques données d'ailleurs dans le monde. C'est intéressant de noter à ce stade que les laboratoires qui ont intérêt financièrement à décrédibiliser l'hydroxychloroquine sont nord-américains. Ce n'est qu'un lien et en tant que statisticien, je ne conclus pas de rapport de cause à effet. Dans l'étude, on ne sait pas depuis combien de temps les patients sont infectés au coronavirus. Et l'article n'utilise pas non plus comme donnée la quantité de chloroquine ou d'hydroxychloroquine donnée aux patients. On n'a donc pas un bon groupe test puisqu'en fait on ne sait pas ce qu'on teste. Un collectif de scientifiques brésiliens a étudié en détail les données des 96 000 personnes de l'étude. Moi, j'ai accès qu'à tous les tableaux résultats de l'article. Ils ont relevé de nombreux problèmes et notamment des personnes qui ont reçu des doses de cheval d'hydroxychloroquine, alors qu'à haute dose, c'est toxique, ou bien des personnes qui en ont reçu alors que leur santé ne le permettait pas. Le test risque donc d'emblée d'être faussé si on a donné un traitement à des gens pour lesquels on sait que c'est contre-indiqué et qu'on a donné des doses aberrantes. On peut voir ensuite que sur les 96 000 malades, seulement 14 000 ont reçu un traitement avec de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine. C'est assez surprenant, on parle de données majoritairement récoltées en Amérique du Nord. Ce pays est censé avoir assez tôt passé des consignes pour soigner les gens avec de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine. Où sont tous les patients qui ont été soignés avec ces médicaments? Ça semble n'être vraiment pas de chance de tomber sur des hôpitaux qui ont fait le choix de pas ou très peu s'en servir, à moins qu'il manque des données dans l'étude ou que les hôpitaux de l'étude ont été sélectionnés. Plus bas dans l'article, on voit les caractéristiques des personnes qui ont reçu les traitements avec de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine. On constate avec stupeur que les personnes qui ont reçu les traitements sont beaucoup plus à risque que les autres. Ils sont plus vieux, plus souvent noirs, beaucoup d'études montrent qu'ils ont un risque de gravité plus élevé, ont un IMC plus haut, donc sont plus gros, avec toutes les complications qui vont avec, plus d'obèses, plus diabétiques, plus de personnes avec de l'hypertension, et aussi plus de fumeurs réguliers, et j'en passe. Donc nos personnes traitées n'ont absolument pas été choisies aléatoirement et ne ressemblent pas aux personnes non traitées. Pour pouvoir faire une comparaison, l'article propose quand même une méthode pour essayer de construire un groupe témoin qui ressemble au groupe test. J'ai pu utiliser ce type de méthode pour faire une étude économique, la méthode de Rubin, par le passé. J'avais à ma disposition non pas quelques milliers de données, mais des millions d'entreprises sur lesquelles j'avais des centaines de caractéristiques. Et même avec ça, j'ai dû prendre énormément de précautions pour écrire des conclusions. Le principe de la méthode, c'est que pour chaque personne ayant reçu un traitement, on lui trouve un jumeau qui n'a pas reçu le traitement. Ce jumeau est déterminé par les caractéristiques qu'on connaît, le sexe, l'âge, le poids, fumeur, diabète, etc. On trouve jamais de jumeau parfait, mais on prend le plus proche. Quand on a à disposition des millions de données, on peut sélectionner plusieurs jumeaux, ce qui permet d'éviter un peu le hasard des résultats. Ici, avec le peu de données et le fait que le groupe témoin ne ressemble pas au groupe test, on a forcément peu de jumeaux. L'idée, c'est de remplacer la loi des grands nombres. Pour mémoire, la loi des grands nombres, c'est de dire que si on prend au hasard plein de monde de chaque côté, les deux groupes vont se ressembler. Ici, c'est pas le cas du tout. On a un premier groupe qui est pris pas du tout aléatoirement et on essaye de construire artificiellement un deuxième groupe pour qu'il ressemble au premier. C'est peine perdue d'avance, puisqu'en fait, on a très peu de caractéristiques sur les gens pour savoir s'ils se ressemblent. Dans l'article, on n'a qu'une vingtaine de caractéristiques pour définir des gens. Et c'est très peu et largement insuffisant pour savoir s'ils vont réagir de la même manière au virus et au traitement. La conclusion de l'article de dire que puisqu'on voit une différence de survie entre les deux groupes, on peut en conclure que la chloroquine ou l'hydroxychloroquine ne fonctionnent pas et sont dangereux, ce n'est pas de la statistique, ça n'est pas de la science. C'est une utilisation malhonnête de méthodes statistiques pour appuyer un discours préétabli. On a deux possibilités. La première, c'est que les auteurs de cette étude ne comprennent pas grand-chose aux statistiques. En plus, ils n'ont pas eu de bol dans leur collecte de données, visiblement elles semblent assez loin de la réalité.
Et en plus, ils n'ont pas pensé à corriger les valeurs bizarres. Par exemple, des personnes qui ont reçu une surdose de traitement ou des personnes qui ont reçu le traitement alors que, vu leur état de santé, ils n'auraient jamais dû. Ensuite, ils ont appliqué un modèle qu'on sait assez mauvais, mais dont en plus les conditions pour lesquelles ça dise quelque chose n'étaient absolument pas réunies. Et auquel cas, ça nous donne une étude qui certes est un effort, mais qui est complètement ratée et bonne à mettre à la poubelle. La deuxième possibilité, c'est que les auteurs ont intérêt à décrédibiliser l'utilisation de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine et ils ont donc caché leur intention derrière un modèle mathématique pour faire plus sérieux. Et auquel cas, c'est de la propagande. Pour les politiques qui ont fait le choix d'interdire la chloroquine ou l'hydroxychloroquine sur la base de cette étude, c'est la même chose. Soit ils ne comprennent absolument rien à ce qui se passe et il n'y a personne qui leur a soufflé dans l'oreillette que cette étude était faisandée, soit ils ont un intérêt direct à interdire ces médicaments et ils sont bien contents de pouvoir se cacher derrière cette étude pour pouvoir le faire. Et entre la bêtise et la malhonnêteté, on ne sait jamais ce qu'on préfère.